Allez. Go live. Ok, c'est bon. Voilà, c'est parti. Arrive, hein? Merci. Du coup, c'est toi qui fais la régie? C'est bon, il est tout seul. Ah ouais, d'accord. Parfait. Merci. Tu vas y arriver. Gracias. Je pense qu'on est déjà online. Super, c'est efficace. Oui, ça c'est grâce au travail invisible de Damien Brémond, que je remercie beaucoup, qui est le technicien de la casa et c'est lui qui permet de faire ce genre d'opération. D'accord. Ouais. Ciao Paolo. Je vois Paolo. Ciao Carlo, bonjour. Bonjour Paolo. Voilà, c'est Paolo, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté également. Callisto et Anna, Paolo Damassia. Et je pense qu'il y a aussi Manuela qui est en train de se connecter. Je vois une MS. Voilà. Bonsoir, bonjour. Bonjour, c'est Manuela. Mais voilà, Manuela. Manuela. Alors, Anna et Callisto, j'imagine. Oui. Anaïs. Enchantée, merci beaucoup d'être là. Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vois pas trop les autres personnes, ils sont avec les caméras éteintes, donc bon, si je vois Maxence que j'imagine connaître, et bon, les autres, je vois Claudia aussi, bonjour à... Ils sont timides, ils veulent pas se montrer. Ils sont timides. Et, alors, on est déjà en live, ciao Claudia. Et on est déjà en live. Ciao Claudia. Ciao. Claudia, je te présente Anna Sam et Callisto McNulty, qui sont nos Enchanté. Merci de même. Comment on procède, Paolo? Comment procède Manuela? Bon, on peut commencer. On peut commencer? Oui, Ouais. oui. Vas-y. Ok. Et, on est déjà en live donc, sur la chaîne et donc on commence avec les 5 minutes académiques. Le quart d'heure académique s'est transformé en 5 minutes sur le web et donc je remercie vraiment beaucoup à Callisto McNulty et Anna Sam d'être présents aujourd'hui à cette dernière séance du séminaire de l'Aubert dédié au raconter le travail invisible, qui a été un cycle de séminaires qui a commencé à débuter le mois d'octobre et a duré tout le long d'octobre, novembre et décembre. Nous avons commencé avec l'Italie, avec des chercheurs, des écrivaines et des écrivains italiens. On a continué le mois d'octobre avec l'Espagne, avec une écrivaine, une chercheuse en littérature espagnole. Et on est arrivé le mois de décembre à faire 2 séminaires sur la France. Nous avons eu la semaine dernière Aurore Lavadier qui a fait une intervention sur le harcèlement en littérature française. Et aujourd'hui, on arrive au Dulcis in Fundo avec 2 artistes issus de milieux différents, une écrivaine et une réalisatrice. Voilà, ça c'est la dernière des séances du séminaire et je passe la parole à Manuela Spinelli de l'Université de Rennes pour faire une petite présentation de nos Merci beaucoup Carlo et merci à Callisto et Anna d'être là. Je voulais juste rapidement introduire nos 2 invités. Alors, Callisto McNulty, j'espère avoir bien prononcé le nom, est une réalisatrice, autrice et traductrice française. En 2019, elle réalise le film sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui, Delphine et Carole en Saumuse. C'est un film qui a été sélectionné. Alors, le film se concentre sur la rencontre créatrice, mais aussi politique entre l'actrice Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos.
Le film a été sélectionné dans une trentaine de festivals internationaux et reçoit 7 prix, dont celui du meilleur documentaire français par le syndicat français de la critique du cinéma. Donc, merci beaucoup, Callisto, d'être là. Et je voulais introduire également Anna Sam, écrivaine française, qui a été connue notamment par le roman Événement, le roman sur lequel ce n'est pas le seul roman qu'elle a écrit, mais c'est le roman duquel nous allons parler, c'est-à-dire Tribulation d'une caissière, qui sort en 2008, et c'est un roman qui a rencontré un énorme succès, qui a été aussi adapté au cinéma. En 2009, il y aura, disons, une sorte de suite avec conseil d'amis à la clientèle. Et puis, Anna Sam a écrit bien évidemment d'autres livres. Alors, merci beaucoup, Anna, d'être là. Je voulais commencer avec une question pour toutes les deux, vraiment une question très ouverte et très générale pour, disons, briser la glace. Comme Carlo l'a dit, la thématique centrale du séminaire, c'est le travail invisible ou invisibilisé. Et en général, quand on parle de travail invisible, on se réfère notamment au travail des femmes. C'est le travail qui a été le plus dévalorisé, invisibilisé. Donc, je voulais savoir quelle place a cette thématique dans votre travail, dans votre œuvre, comment vous la déclinez, quelle place vous lui donnez. Merci. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer, qui veut briser la glace. Allez, je vais démarrer. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, si j'ai commencé à écrire sur mon métier de caissière en 2007, c'est bien parce que j'avais tellement l'impression d'être invisible face aux clients. Et ça a démarré comme ça. Et quand je me suis dit, zut, moi j'en ai marre, je suis une personne, je ne suis pas une caisse. Donc, il est temps aussi que les clients qui sont en face de moi, n'importe quelle personne finalement, à un moment donné, voit sa caissière, se disent, c'est un humain. Et il est temps qu'on remette place de l'humain. Tout a démarré de là. Merci. Et donc, pour Delphine et Carole, le travail et la question du travail, elle s'est faite de manière, disons, peut-être un peu plus indirecte, puisque c'est pas de mon expérience même si en tant que femme, évidemment, ce travail invisible, je le ressens aussi de manière individuelle. Mais c'était en fait en essayant de faire un portrait croisé du travail et de l'engagement de Delphine Seyrig et de Carole Roussopoulos, qui peut-être, je vais juste contextualiser un petit peu qui sont ces femmes et ce qu'elles ont et de leur rencontre. Donc Delphine Seyrig était une actrice française qui est décédée en 90, très célèbre en France pour ses rôles dans des films par exemple d'Alain Resnais, l'année dernière à Marianne Bad, de Jacques Demy, Podane, où elle symbolisait un peu cette figure de la femme idéalisée, de la femme bourgeoise aussi. Et très vite, elle s'est sentie un peu limitée par ces rôles que le cinéma masculin lui offrait et qui invisibilisait aussi donc tout un spectre d'expériences du féminin et aussi du travail. Et en au début des années 70, donc elle est à Paris, elle frappe à la porte de Carole Roussopoulos, qui est à l'époque donc une jeune vidéaste qui est la deuxième à s'être emparée du médium de la vidéo après Godard, selon la légende urbaine, et qui a donc documenté et accompagné beaucoup de luttes, des luttes féministes, aussi les luttes des Black Panthers. Elle leur a appris à utiliser la caméra. Et elle a filmé, donc, parmi ces luttes aussi, les luttes des ouvrières de Lille, par exemple, des travailleuses, des agricultrices, dont le statut n'était pas reconnu en France jusque dans les années 80. Elles étaient toujours femmes d'agricultrices. Et donc, un jour, Delphine Seyrig frappe à la porte de l'atelier de Carole Roussopoulos parce que celle-ci donne des cours de vidéo à des groupes de femmes. Et donc, Carole la reconnaît pas du tout, alors que toutes les autres stagiaires sont un peu sous le choc de voir débarquer cette grande actrice. Et en fait, à partir de là, elles vont commencer à travailler ensemble sur plusieurs projets de films. Des projets de films vidéo, documentaires. Et en fait, donc à travers le film que j'ai réalisé et qui a pour point de départ un projet inabouti de Carole Roussopoulos, qui était un portrait de Delphine Seyrig et de ses engagements féministes.
parce qu'elle était très engagée en tant que comédienne, par exemple dans la lutte contre l'avortement, notamment. Et donc, ça a été le point de départ de ce projet qui voulait rendre hommage en fait aussi à leur travail et à leur énergie créatrice, que je trouve vraiment contagieuse et qui donne beaucoup de force, même si ça se passe dans les années 70. Il y avait comme ça une sorte de résonance, il me semblait, avec toutes les luttes contemporaines. Et parmi c'est un film que j'ai réalisé entièrement à partir d'images d'archives. Donc des images d'extraits de leurs entretiens, des extraits de leur production vidéo qu'elles ont réalisées soit ensemble, soit séparément, et des extraits de films dans lesquels Delphine Seyrig apparaît en tant qu'actrice. Et donc parmi ces archives, il s'agissait de tricoter comme ça une histoire, leur histoire en fait, leur rencontre, et évidemment le travail a une place particulièrement importante dans leur lutte et dans la manière dont elles ont utilisé la vidéo pour rendre visibles ces luttes-là. Et en particulier de la part de Delphine Seyrig en tant qu'actrice, le travail domestique, puisque un des premiers films, disons, vraiment féministes dans lesquels elle a joué en 1974, c'est le film Jeanne Dillman, donc qui est un film de 3h45 qui suit le quotidien, les tâches domestiques d'une jeune femme veuve qui a un enfant, et donc on voit sur 3h46 tout ce travail domestique qui n'avait jamais été mis en image jusqu'alors et qui rend finalement tout ce travail invisible digne d'être représenté au cinéma. Et l'autre versant, disons, de ce travail invisible, c'était celui des travailleuses du sexe. Dont Delphine Seyrig, disons, dont elle a apporté son soutien dans les années 70, et que Carole a mis en image. Et donc, je vous montrerai un extrait peut-être un peu plus tard. Donc, c'est vraiment sous ces deux angles qui occupent une place quand même très importante dans le film. L'angle du travail invisible et du travail aussi émotionnel, qui est souvent déconsidéré, invisible et très féminisé. Merci beaucoup. Alors, je vais céder la parole à Paolo Tamassia, qui est aujourd'hui avec nous de l'Université de Trento, spécialiste de littérature et culture française. Oui, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous. Et alors moi, je pense faire une question à l'une et à l'autre, comme les genres sont assez différents, un livre, une vidéo, pour passer à voir qu'est-ce qui pourrait fédérer effectivement les deux expériences. Alors, je reviens du côté de Anna-Sam pour l'instant, pour lui poser cette question qui concerne un peu le statut de son livre, bon, j'ai pas dit roman parce qu'effectivement c'est un peu, comment dire, le texte, est-ce qu'on pourrait l'appeler roman ou pas? L'écriture, elle est très fragmentée, mais de toute façon, le début, l'incipit, commence comme une sorte d'autofiction. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, un diplôme universitaire littéraire en poche, une expérience, etc. Comment dire, bon, il n'y a pas le nom de famille, mais on voit que, comment dire, l'autoprésentation initiale recoupe exactement, comment dire, l'expérience de l'auteur. Et on continue à lire le livre, on le dévore effectivement ce livre, comme une sorte de journal, comme si on assistait à chaque jour de la vie vécue par la protagoniste. Sauf qu'à un moment donné, on arrive à un moment, c'est exactement à la page 99, et on fait un exemple et on lit cette scène que j'ai vécue. Alors, comment dire, cette scène que j'ai vécue, alors les autres, elle ne les a pas vécues. Et alors, on continue dans les romans, on arrive à la postface qui commence. Il était une fois, on parle aussi de conte des caisses, c'est comme une sorte d'avatar du conte de fées. Alors, et on parle beaucoup de rêves, hein, pas seulement, comment dire, la phrase qu'on répète souvent, on peut toujours rêver, mais non, on voit que le rêve a une partie importante. Alors, la question est exactement la suivante. Quel est le rapport entre
réel et fiction dans ces livres, parce qu'on est vraiment confronté, comment dire, à une sorte, je ne dis pas d'ambiguïté, mais de toute façon, comment dire, voilà, d'un côté, la réalité est affichée, est réclamée, d'un autre, il a le conte des caisses comme un avatar du conte des fées. On reste un peu, voilà, j'aimerais vous sentir parler, voilà, sur cela. C'est marrant, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Je trouve ça assez. Je crois que j'ai jamais fait attention quand j'ai écrit. Après, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce bouquin, à la base, c'était des notes de blog qui étaient donc des instantanés de vie. Et moi, l'objectif, il était, quand j'étais en caisse, j'avais un petit carnet avec moi et je notais 2-3 petites choses qui me marquaient dans la journée. Et je me disais, comment je vais tourner ça pour raconter l'histoire, pour que ce soit un peu plus rigolo, pour que ce soit, ça donne plus envie aussi au lecteur de se poser des questions. Et finalement, il y a une espèce de fictionnalisation, si je puis dire, de certains récits, mais tout est basé sur la réalité, tout. Ah, donc, cette scène que j'ai vécue, comment dire, en réalité, vaut pour toutes les scènes. C'est Oui. pas. Oui, oui, mais c'est quelque chose qui a dû m'échapper, en fait, à l'écriture. Ah, mais parce que, comment dire, à un moment donné, ça m'a choqué. Comment dire, mais alors, tous les autres, ils ne sont pas vécus. Ou alors, parfois, comment dire, il y a eu de l'invention, il y a eu. Non, tandis que vraiment, c'est la réalité est vraiment la base essentielle. Il n'y a pas une mise en fiction, mais il n'y a pas une invention, jamais. Jamais, jamais. Et j'ai tenu à ça parce que je voulais que les lecteurs se rendent compte que tout ce qu'on peut vivre en caisse, finalement, ça déborde de la réalité qu'on imagine, vraiment. Ça déborde, oui, comment dire, la réalité va presque au-delà de l'imagination, mais tout est réel, effectivement. Mais il n'y a pas, du moins, c'est ce que vous dites dans les livres, pas seulement, comment dire, une envie de faire une simple instantanée de la réalité. Vous parlez, comment dire, de la caisse comme point d'observation, comme plus que ça, un point d'observation privilégié sur la réalité. Effectivement, c'est pas seulement, comment dire, la vie d'une caissière que vous voulez présenter, c'est la vie du point de vue d'une caissière. C'est ça. Comment dire, un point de vue privilégié. De quelle manière il est privilégié, ce point de vue? Vous vous rendez compte que quand on est derrière sa caisse, on rencontre des dizaines, des centaines de personnes dans la journée, que forcément, vous allez rencontrer des personnes de toutes les classes sociales. C'est impossible de ne rencontrer qu'une seule catégorie. Et l'intérêt aussi, c'est que tout à coup, moi, petite caissière qui n'est censée que scanner les articles vite fait et récupérer des gens et puis client suivant, je vais découvrir que on se retrouve face à une multitude de tranches de population et que finalement, tous ces gens si différents se retrouvent à cet endroit précis, quelle que soit sa catégorie sociale. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que ça permet de découvrir la réalité de multiples personnes et de se rendre compte qu'on a finalement beaucoup de points communs. Oui, oui, mais comment dire, c'est une humanité qui est très, comment dire, dans les temps. C'est-à-dire, vous parlez, on découvre vraiment l'humanité du 21e siècle et vous parlez du consommateur, cette espèce particulière. Et cela m'a frappé quand vous parlez du consommateur. Vous utilisez un double champ lexical, celui de la guerre et celui de l'animal. Il y a à la fois vraiment le champ de bataille, vous parlez vraiment, comment dire, des soldes, voilà, cette kermesse du monde de la consommation, un champ de bataille, comme un char armé, et comme des animaux, et encore comme des zombies. Plusieurs reprises, au moins 2 reprises, vous parlez voilà, du consommateur comme un animal, comme une sorte de combattant dans un champ de bataille, comme un zombie. Pourquoi? Quand on rentre dans un magasin, dans une grande surface, je ne parle pas un petit magasin de proximité, dans un grand magasin, c'est immense. Vous avez votre chariot là, qui va vous servir comme un char, où vous allez avancer dans les rayons, où vous allez le remplir, où vous allez pousser les autres pour récupérer vos propres articles. C'est une espèce de guerre
À chaque fois, c'est non, c'est moi qui prendrai cet article-là, ce ne sera pas pour toi. Et une fois que vous avez combattu dans tous ces rayonnages, vous vous retrouvez face à qui? Face à la caissière. Et il y a souvent un espèce de conflit. On a un peu l'impression parfois de se retrouver vous savez, comme dans les jeux vidéo, le combat, le boss final, là, c'est la fameuse caissière là, qui va en plus prendre tous mes articles, tout scanner, voir tout ce que j'ai mis dans mon caddie. Et en plus de ça, une fois qu'elle a fait ça, elle me prend de l'argent. Donc, il y a ce contact qu'on a avec les gens qui est pratiquement tout le temps dans le conflit. C'est très étrange, hein, parce qu'on est la caissière, elle n'est pas là pour juger, elle est là pour aider le consommateur, c'est son rôle. Mais la personne qui a fait ses achats, elle le voit souvent différemment. Et je pense que c'est le format du combat, il se cristallise à la caisse, en fait. Mais la caissière, par contre, elle juge pas mal, comment dire, dans votre livre. Dans le sens, comment dire, elle juge, plutôt elle observe. Justement, elle voit les consommateurs d'une certaine façon. Ah, et j'oublie une chose, pas seulement comme, comment dire, combattant, comme animal, mais aussi comme enfant. Il y a la dimension de l'enfance qui est très présente, de l'infantilisation de la caissière et de l'infantilisation des consommateurs. Bien sûr. On est guidé. Vous rentrez dans le magasin, vous avez tous les titres des rayonnages qui sont marqués partout. Vous avez des appels de promotion qui vous explosent aux yeux. Vous avez les voix criardes qui vous disent « Attention, promotion à telle période, allez vite, il y a une vente flash, vous arrivez à la caisse, il y a tous les prix qui s'affichent les uns à côté des autres. » En fait, à quel moment est-ce qu'on est libre là-dedans? À quel moment est-ce qu'on a notre liberté d'adulte? Moi, je ne la vois pas tellement. On est guidé en permanence. Et c'est vrai que cette infantilisation, pour moi, elle est là. Oui, elle est très visible à chaque moment dans votre livre. Et je me permets quand même, cette infantilisation, elle est étrange aussi parce que les adultes, donc on essaye de les guider au maximum et finalement, l'espace de liberté, il ne vient que des enfants. Mais vraiment les enfants qui, eux, ont un regard beaucoup plus naïf et finalement bien plus serein quand ils arrivent en caisse. Et cette humanisation que nous, en tant qu'hôtesse de caisse, hôte de caisse, agent d'accueil, on recherche auprès des gens, généralement on l'a auprès des enfants. Oui, tout à fait. Et pour passer maintenant à Callisto que je ne vois plus, peut-être. Oui, bon, pourtant, oui, non, on voit plus. Ah ben voilà, là on vous voit. Non, parce que c'est ce que je pensais, voilà, pour essayer de quelque manière de fédérer un peu les deux expériences, parce que comme dans les livres de Anna Sam, il est question d'un point de vue. Voilà, tribulation d'une caissière, c'est vraiment un point de vue, un point d'observation. Et moi, je trouve que aussi dans votre film, votre documentaire, il est question de point de vue. Il y a déjà, comment dire, une sorte de mise en abîme, effectivement. Vous filmez des femmes qui filment. Et ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de signification parce qu'effectivement, vous montrez très bien que pour les femmes de cette époque, le fait de filmer n'était pas, comment dire, quelque chose de divertissant. Le fait d'avoir acheté cette caméra, la deuxième après Godard, signifiait une prise de vision comme il avait été en mai 68 une prise de parole. Ça, il est très clair dans votre film. Il y a cette distinction nette entre la télévision et la vidéo. La télévision, on l'a subie. On subit une vision qui vient de haut, qui est surplombante, tandis que la vidéo permet d'être sujet d'une vision, de prendre la parole comme on prend la vision. Et tout change. On comprend très bien le fait de pouvoir filmer et de pouvoir filmer les femmes, des femmes qui filment des femmes et qui ne subissent pas l'image de la femme qui vient de la télévision, qui est stéréotypée et qui est imposée. Là, on la fabrique.
on fabrique une autre image par la vision. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, j'ai utilisé expressément cette expression qui est de Michel de Certeau, qui a vu dans mai 68 une prise de parole de la part de quelqu'un qui n'avait jamais eu la parole. Et effectivement, comment dire, j'étais étonné que dans le livre de Anassam aussi, à la fin, on dit c'est l'ancienne caissière qui prend la parole. Et pour Michel de Certeau, prendre la parole avait une signification très importante. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'avait jamais eu l'usage de la parole, et en mai 68 était, comme on dit, la partie la plus basse de la population, les ouvriers, etc., les femmes aussi. Et le fait de prendre la parole dès la part de quelqu'un qui ne l'avait jamais prise, institua ce qu'il appelait un coefficient. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un qui n'avait jamais pris la parole l'apprend, change le langage. C'est-à-dire, on continue à utiliser les mêmes mots, mais ces mots changent de signification. Moi, j'ai vu exactement cela dans votre vidéo, et je ne sais pas si vous le confirmez ou comment vous pouvez réagir face à cette idée. Bah, si, complètement. D'ailleurs, je pense que finalement, l'histoire de la vidéo comme médium est assez peu connue, mais donc son apparition à la fin des années 60, donc avec le porte-à-pack de Sony, était initialement destinée à un usage domestique. Quand on voit les publicités d'époque, on voit une jeune femme, une mère de famille, souvent portant la caméra, qui était donc ce premier modèle de caméra où il y avait à la fois l'image et le son. Et avec une dimension économique, puisque contrairement à la pellicule du cinéma, c'était beaucoup moins cher. L'appareil n'était pas donné, mais relativement économique par rapport aux appareils vidéo cinéma, mais il n'y avait pas la pellicule. Or, ce qu'on va découvrir, c'est qu'assez rapidement, c'est pas du tout nécessairement des femmes, des mères de famille qui s'en emparent, c'est aussi donc des groupes militants et en grande partie des femmes qui vont finalement acheter une caméra et il y aura un usage collectif de cet outil. Avec cette idée que c'était probablement un outil relativement économique et aussi, je pense, un outil sans histoire et sans attente, sans colonisation aussi du génie créateur souvent masculin, et qui a permis aussi à pas mal de femmes de se sentir peut-être d'une certaine manière plus légitimes de s'en emparer. Et dans la pratique de Carole Roussopoulos, qui est donc une pionnière de la vidéo, dès les années 70, il s'agit vraiment avant tout de donner la parole aux gens directement concernés. Elle se considère pas comme une auteure, elle se considère, c'est ce qu'elle dit elle-même, comme une écrivaine publique. C'est vraiment, il y a cet outil qui permet de donner la parole aux ouvrières de l'IP, Monique Piton par exemple. Ouvrière de l'IP qui, par ailleurs, dans les luttes syndicales, elle avait très peu la parole, parce que comme souvent dans les mouvements, ce qui se passe, c'est que, comme dans mai 68, les femmes qui faisaient partie de ces mouvements étaient souvent reléguées aux tâches de reproduction qui permettaient la production d'un discours, de pensée. Et donc finalement, la vidéo va avoir cet outil vraiment contrairement à la télévision, qui se veut être comme une sorte de médium de représentation. La vidéo à l'époque n'était pas perçue comme un médium de représentation, mais comme de prendre la parole. C'est exactement ça. Et aussi un médium d'écoute, je pense. Et on voit que, par exemple, en contrepoint à la télévision, où il y a toujours un discours un peu très direct, une parole presque un peu autoritaire, puisqu'en fait, c'est la voix du journaliste, il y a quelque chose de très encadré, il y a un temps réduit. Les bandes vidéo de l'époque sont souvent très longues. Elles vont durer 1 heure, 2 heures. Et c'est, je pense, par exemple, la Monique Piton, qui était une des figures donc d'une ouvrière en fait de l'usine LIP en grève, qui va parler, et on sent que c'est un médium qui permet aussi à la parole de se déployer dans ses hésitations, dans ses doutes, et finalement la pensée se construit en étant filmée. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant dans le médium vidéo. Donc ça, c'est quelque chose dont je voulais rendre compte dans Delphine et Carole Insoumises, dans le film.
que j'ai réalisé entièrement à partir d'images d'archives. Donc, en fait, même les images qui sont de Carole ou de Delphine plus récentes, ce n'est pas moi qui les ai filmées. En fait, c'est une chercheuse qui les avait filmées juste avant le décès de Carole Roussopoulos. Et ça avait du sens pour moi, justement, de ne pas raconter ce film à la première personne, mais qu'elle se raconte elle-même. À travers des interviews existantes et à travers leurs films et leurs productions, parce que je pense qu'on se raconte toujours mieux à travers ce qu'on fait et pas forcément à travers la voix d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'en ce sens, il y a une certaine mise en abîme qui est que, même si évidemment j'ai mon regard, je raconte, même s'il n'y a que des images d'archives, c'est mon regard de réalisatrice et qu'il est loin d'être neutre. J'ai choisi de montrer, de mettre en image certaines choses. Mais c'était très important pour moi que Delphine et Carole et que toutes les femmes qu'elles ont filmées soient présentes sans qu'il y ait un tiers qui parle pour elles. Et parce que cette question de la parole était centrale à l'époque et qu'elle l'est, je pense, encore aujourd'hui. Voilà. Mais tout à fait, c'est vrai qu'il y a une certaine mise en abîme. Oui. Et Anassam, comment elle réagit? Voilà, j'étais étonné vraiment de voir à la fin du livre, c'est la postface, l'ancienne caissière, elle prend la parole. C'est vraiment la prise de parole de Michel de Certeau. Pour moi, c'est un des plus beaux livres sur mai 68, mais bon, on est dans une autre atmosphère. Parce que, comment dire, effectivement, la prise de parole, elle le montre, comment elle est difficile dans la position des caissières, parce que tout fait que la caissière soit identifiée à la caisse. Ça, comment dire, la protagoniste m'a dit à plusieurs reprises. Il y a comme une sorte de automatisation de la personne, comme si elle était effectivement invisible, mais robotisée, automatisée. Et effectivement, comment dire, on perçoit, du moins moi je perçois que le passage à l'écriture comme prise de parole est une forme de résistance à cette automatisation qui, bon, dans la position des caissières à la caisse est très forte, mais qui peut être, comment dire, une sorte d'image un peu de chacun de nous dans notre société. Bah, comme vous le dites, on est très robotisé. Le fait que j'ai pris la parole, j'ai voulu le faire aussi dans le format où, que ce soit moi ou n'importe quelle autre caissière, finalement, le regard devait être le même. En tout cas, j'ai essayé. Parce que je voulais que ma voix devienne la voix des caissières. Je ne voulais pas me mettre en avant, ce n'était pas mon objectif, mais bien que c'est toutes ces femmes qui étaient visibles et invisibles, finalement, elles soient là pour les gens. Donc, cette postface, elle est arrivée pour la version poche, parce qu'à l'origine, dans le grand format, elle n'y était pas. Et là, j'ai voulu prendre la parole en tant que personne, parce que je voulais que je remette ma personne en avant en disant « Oui, j'ai donné ma voix pour toutes les caissières, mais voilà ce qui s'est passé depuis que ce bouquin est sorti. » Et je voulais montrer qu'il y avait eu un certain nombre de choses qui avaient bougé, où j'ai rencontré aussi un certain nombre de grands patrons, où j'ai rencontré des politiques aussi, qui m'ont entendu toutes ces voix. Et c'était, ma foi, une belle revanche. Oui, parce qu'effectivement, on voit dans votre livre une visée que, je dirais, politique de quelque manière, de cette manière, c'est-à-dire qu'il vise à faire réfléchir. Ça, comment dire, c'est bien clair. Elle vise à changer le regard sur le monde. Vous le dites, ma position, ces points d'observation m'a servi, était très fondamental pour changer, comment dire, de regard sur le monde et pour le faire changer. Et, comment dire, la visée, de quelque manière, qui incite à réfléchir, est très forte dans ce moment. Et vous le faites avec beaucoup d'humour. Hein. Vous le dites, c'est très, très important de rire. C'est très important de rire, de faire rire. Pas de tourner en dérision, mais d'utiliser de l'humour. Mais parce que si vous partez dans le combat et en critiquant tout et ou en étant hyper larmoyant, eh ben, à mon sens, le message que vous voulez faire passer ne fonctionnera pas bien. Parce qu'on va se retrouver dans un format où les gens vont dire « Bon sang, elle se plaint. » Okay. Mais moi, je me disais non. Je suis quelqu'un qui adore utiliser l'humour pour faire passer les messages. Parfait.
Je pense être assez bonne dans ce format-là. Donc, l'humour est omniprésent dans tous les textes que je peux écrire. En fait, il y a toujours de l'humour. Parce que le message, il sera plus entendu. Et puis aussi dans le format où finalement, si j'ai juste envie de lire un bouquin qui me fait marrer, je le prends au premier degré, très bien, et ça me fait rire. Ceci dit, quand j'ai commencé à écrire ces tribulations, en tête, j'avais une idée, c'est si j'arrive à faire changer l'opinion, ne serait-ce que d'un seul client sur la caissière, pour qu'il comprenne que c'est une personne à part entière qui est en face de lui, j'aurais tout gagné. Et je pense que j'ai pas mal rempli mon contrat. Tout à fait. Manuela, Carl, je pense, voilà, si vous voulez intervenir ou faire intervenir. Moi, je profite de l'occasion parce que j'ai moi aussi une question pour Anne et une question pour Callisto. Alors, je commence avec Callisto. Attends, je reprends sur mes notes. En fait, il y a vraiment plein de choses qui m'ont frappé dans le film. Il est vraiment magnifique. À un certain moment, vers la fin, tu as décidé de montrer Carole pendant une interview où elle dit beaucoup de femmes ignorent qu'elles ont une histoire. Donc, je pense que c'est une citation clé aussi par rapport à l'opération que tu as décidé de mener avec le film. Et je me demande, parce que j'ai remarqué, mais peut-être c'est moi, c'est ma formation un peu plus militante qui m'a poussée, j'ai remarqué que vers la fin du film, il y a presque un clin d'œil à l'actualité. Parce que lorsque, par exemple, tu décides de mettre en avant, parce que comme tu as dit, c'est toi qui réalise le montage, les conséquences aussi pour les féministes, parce qu'elles perdaient leur travail, elles n'arrivaient pas à travailler, donc les conséquences pratiques réelles, les dégâts aussi qu'elles devaient affronter. Et aussi, toujours dans la même citation, lorsque Carole dit qu'en fait, par rapport aux suffragettes, nous sommes... attends, j'avais noté... nous sommes très timides à côté de tout ce qu'elles ont fait. Alors moi, je pensais à nous, les militantes d'aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes presque timides par rapport à ce qu'elles ont fait et que tu nous as montré dans la vidéo, dans le film. Je ne sais pas si j'ose espérer quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mouvements et qu'il y a aussi une grande radicalité aussi aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un ton un petit peu différent aujourd'hui. Il y a quelque chose. C'est vrai, quand on entend les slogans du Front homosexuel d'action révolutionnaire qui parlent des hétéroflics, qui parlent. Enfin, il y a une invention. Et puis, par exemple, la première action du MLF en France, à Paris, en 71, quand elle dépose une gerbe de fleurs pour la femme du soldat inconnu, avec le slogan « Il n'y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Je pense qu'on est dans la thématique de l'invisibilisation de cette chose-là. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'humour aussi. Et je pense que je partage tout à fait l'avis d'Anna Sam, c'est que l'humour, souvent, c'est l'humour et la colère, c'est la meilleure manière de faire passer des idées et de rendre des choses audibles aussi au plus grand nombre, quoi. Et c'est ce qu'on reproche aussi, ce que je trouvais assez important dans le film, de mettre en avant cet humour aussi qu'elles avaient et leur inventivité, parce que c'est quelque chose, c'était des militantes, mais Delphine Seyrig dit qu'elle n'aimait pas le mot militant parce que ça évoquait militaire et que ça évoquait une idée aussi de l'engagement un peu sacrificiel, alors qu'elles avaient et puis je pense beaucoup de féministes ont quelque chose de très ancré dans les plaisirs de la vie aussi, dans l'humour, dans l'engagement, la colère bien sûr, mais aussi et c'était important pour moi de montrer ça aussi, parce qu'on a souvent tendance à associer l'engagement, les féministes, à une espèce d'image super rabat-joie, pas drôle, et voilà. Et donc j'avais besoin aussi de mettre ça en valeur et de rendre hommage, mais pas comme des figures complètement fétichisées de Carole Roussepoulos et Delphine Seyrig, mais comme des femmes qui sont en fait des femmes comme nous toutes, hein, qui ont travaillé et qui se sont engagées auprès d'autres femmes, et de rendre hommage par contre à tout un matrimoine vidéo, parce que c'était des vidéos faites par des femmes et qui sont quand même malheureusement trop peu montrées, quoi, et qui rendent compte d'une histoire qui n'est pas celle qu'on nous enseigne à l'école, quoi. Et qui, moi, me met en colère
parce que c'est une histoire qu'on nous enseigne à l'école qui est bien sûr importante, mais qui ne rend pas compte de l'expérience de la plupart des gens, quoi. Et je pense que et c'est quelque chose que j'ai voulu aussi mettre en exposé dans le montage, en faisant se confronter des extraits d'images de cinéma masculin, Podane, avec qui sont des très beaux films, hein, je suis pas en train de crier, mais qui sont restaurés, qui sont dans toute leur splendeur de la pellicule, voilà, et l'image vidéo qui est une image pauvre, qui est une image grise, terne, qui n'est pas restaurée, qui commence à l'être un peu plus, mais qui n'est pas beaucoup montrée, qui n'est pas beaucoup diffusée, et on ne prend pas soin de ces images-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose. J'espère aussi. Le film quand même a été diffusé à la télévision. Bien sûr, la vidéo a été faite en contrepoint de la télévision, mais paradoxalement, Arte a diffusé le film. Donc c'est une belle bataille, parce qu'en fait, c'est des images qui doivent être montrées, qui doivent circuler. Et c'est vrai que c'est important, comme le dit Anna, que ces paroles-là soient les plus accessibles et qu'elles soient pas limitées à un entre-soi de gens déjà avertis, quoi, militants et voilà. Donc c'est ce qu'on peut essayer de faire. Et toujours disons dans la continuité de ce que tu es en train de dire, j'ai eu aussi l'impression que par le biais d'une sorte de contre-narration, tu crées une sorte de contre-narration de ce qu'on pense ou ce qu'on dit que c'était le mouvement de libération des femmes, parce que justement tu as mis l'accent sur le côté joyeux, mais aussi ce que j'ai remarqué, surtout dans la première partie, c'est le côté créateur, cette puissance créatrice et la sororité. Par exemple, à un certain moment, elles disent oui, j'ai rencontré mes copines, on chante. C'est vraiment cette image de joie et de sororité qui est totalement invisibilisée dans le récit qu'on fait aujourd'hui de cette époque. On met en avant les luttes, la colère, comme tu as dit, et on oublie toute cette partie. Et elles avaient en plus des manières vraiment très, très créatives, même non seulement de fabriquer les films, par exemple Mazo et Miso, dont on a Vont en bateau, il y a un extrait de cette bande vidéo qu'elles ont réalisé donc à je ne sais pas combien de mains, à 8 mains, elles sont 4 à l'avoir fait, qu'elles ont signé collectivement aussi. Donc, je trouve intéressant aussi de vraiment d'exposer disons, de casser un peu ce mythe aussi de l'auteur qui signe seul son œuvre. Et ce qui est très fort dans cette vidéo, c'est que c'est en fait une émission qui était parue, qui était diffusée à l'occasion de l'année de la femme essentialisée, donc critiquée, et où donc le présentateur avait invité sur un ton comme ça un petit peu cynique 4 fiefés miso, donc un cuisinier, un homme de la mode, à exposer leurs idées sexistes, quoi, avec Françoise Giroud en tant que ministre de la condition féminine et qui est dans un rapport super étrange de séduction avec ces hommes, qui n'est pas du tout en train de défendre les droits des femmes. Et donc, elles étaient énervées de cette émission qui était sortie à l'occasion de la fin de l'année de la femme décrétée par l'ONU en 1975. Et elles ont décidé d'y répondre par le montage. Et donc, elles vont exercer un droit de réponse à la télévision à travers la vidéo en insérant des commentaires, en se filmant, en chantant, en répondant à certaines choses. Et tout ça avec énormément de créativité dans le montage. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils de montage, donc tout est découpé, tout est recollé, tout est dans les bandes vidéo, c'est tout un délire, quoi. Et on sent le plaisir de la colère, quoi, la colère, mais qui devient presque un peu sublimée et qui devient quelque chose de très créateur et cette bande vidéo a donc été montrée dans un cinéma à Paris, à l'Entrepôt. Et Françoise Giroud est venue pour demander, bien sûr, que de retirer le film. Elle était très, très énervée, très gênée, quoi. Même si, mais donc voilà, il y a une certaine. Donc elles ont diffusé, juste pour terminer sur la créativité, elles ont diffusé ces films. Parfois c'était dans des cinémas, mais c'était rare quand même. Souvent c'était dans des milieux associatifs, ou parfois elles faisaient des tours de la France
avec une autre comédienne, Julie Dassin, et Brigitte Fontaine, la chanteuse. Et elles partaient avec leurs petits 2 chevaux à travers des petites places de village en France. Elles ouvraient le capot de la voiture, elles mettaient l'écran, le téléviseur, le moniteur, puisqu'à l'époque, on ne pouvait voir les vidéos que sur ça. Elles branchaient le moniteur dans un commerce, elles prenaient un peu d'électricité, et là, elles faisaient du racolage musical avec Brigitte Fontaine qui jouait de la musique pour que tout le monde vienne. Et après, elle mettait des films qui traitaient de sujets comme les grèves des travailleuses du sexe, par exemple, à Lyon, sur l'avortement, sur le plaisir féminin, sur les grèves de l'usine LIP, toutes ces thématiques qui étaient rendues accessibles et avec cette idée qu'il ne s'agissait pas de montrer les films et de recevoir et de partir, mais que c'était vraiment le point de départ de discussion, de débat, Donc même dans la diffusion, il y a quelque chose comme ça que je trouve vraiment fatigant, j'imagine, pour elle de faire ça très bien, mais vraiment créateur, quoi. Et collectif aussi. Il y a vraiment l'accent mis sur le collectif, sur le partage. C'est une valeur presque opposée aux valeurs de la société masculine, de la société patriarcale. Complètement, ouais. Bah, ça, je pense que le fait qu'elles signent aussi que par leur prénom, toujours collectivement. Bon, après, Carole Roussopoulos a continué à faire des centaines de films qu'elle a signés toute seule plus tard, mais c'est vrai qu'il y avait cette démarche profondément collective et je pense aussi qui donne de la force, puisque c'est pas si simple de réaliser des films quand on est une femme, et que là, cet engagement était aussi rendu possible parce qu'il y avait cette espèce de collectif et qu'on ressent vraiment dans cette période des années 70-80 et c'est vrai que moi je trouve que quand j'ai découvert toutes ces images au montage et que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter tout ça, ça donne envie de faire des choses, quoi. Ça donne envie de s'énerver, de fabriquer, donc je pense que c'est pas juste des images des années 70 et qu'il faut penser que c'est un mouvement résolu. Je trouve au contraire que ça donne un éclairage nouveau à ce qu'on vit aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des choses qui ont changé, il y a des discours qui sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Il y a des heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même une matière, je trouve, qui permet de se trouver, d'avoir des ressources, quoi. Merci. Anna, alors moi, le hasard a voulu que je lise le livre pendant le premier confinement. Donc, pourquoi je dis le hasard? Parce que c'était la période où on parlait justement beaucoup du travail invisible, on mettait en avant on demandait de revaloriser les métiers dits féminins. Donc, il y a des pétitions qui sont sorties, il y a des articles qui ont vu le jour et qui soulignaient l'importance de ce type de travail qui est tout le temps délaissé qui est tout le temps délaissé. Et en lisant le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à cette prise de parole dont Paolo parlait tout à l'heure, tu arrives à mettre en avant plusieurs choses, mais il y en a 2 qui m'ont vraiment frappé parce que j'ai lu le lien avec l'actualité. Tout d'abord, la charge, ce qu'on appellerait aujourd'hui la charge affective que les caissières doivent gérer, ce fait qu'elles soient contraintes tout le temps de sourire, de prendre soin du client, en fait, d'être obligées de ne jamais riposter, même aux insultes qu'elles reçoivent, et l'exploitation du capitaliste, pourrait-on dire, de cette charge émotionnelle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, on voit très bien dans le livre que c'est vraiment un travail, mais physique, un travail dur. C'est un travail qui a beaucoup de points. Moi, j'ai vu un pont presque avec le travail d'usine, parce que tu soulignes plusieurs fois la charge, mais vraiment physique qu'on doit affronter, la répétition mécanique, le fait d'arriver à devenir presque sa caisse, mais aussi l'absence de protection syndicale, presque je dirais, des caissières, parce qu'on n'arrive même pas à faire une pause. Quand on a une pause, il faut courir, on a 1 minute, 2 minutes, donc vraiment, c'est une condition qui m'a fait penser vraiment au travail dans les usines.
Oui, effectivement, le travail dans l'usine, c'est, j'allais dire, tout est chronométré. Et quand on est en caisse, tout est chronométré aussi. Plus ou moins selon celle des enseignes. Je sais qu'aujourd'hui, c'est en train, ça a un peu bougé de ce côté-là. Mais il n'empêche qu'il y a. Moi, j'ai quitté le métier il y a quelques années maintenant, mais on avait, à la fin de la journée, un tableau avec les caissières qui avaient fait le meilleur temps, on va dire, le temps face au client. En gros, si vous étiez à moins de 3 minutes par client, super, vous étiez dans le top. Si vous étiez à plus de 5, vous étiez dans le rouge en bas du tableau et c'était stabiloté. Et ça n'avait rien de très appréciable parce que le client qu'on a en face de nous, on a aussi un humain. Et si nous, on nous demande de nous robotiser, on ne peut pas robotiser le client parce que dans ces cas-là, on perd cette fameuse, ce que vous disiez tout à l'heure, la charge affective. On perd le côté où je fais du social avec le client, mais pas trop parce qu'il faut que j'aille vite. Donc, je suis quoi? Je suis l'hôtesse qui accueille le client ou je suis l'employé d'usine qui doit scanner à toute vitesse? C'est difficile de faire le choix. Et alors, c'est vrai que on sent que c'est un livre dont le destinataire est tout d'abord le client, parce que c'est presque un dialogue qu'on essaie d'avoir avec les différents types de clients. Mais on voit aussi que, comme Paolo le disait tout à l'heure, à la fois les clients et les caissières sont infantilisés et on sent presque l'existence d'une sorte d'entité, parce qu'en fait, on ne la voit jamais incarner cette direction, ces chefs qui contrôlent et à qui ce système profite. Donc, on sent la présence de cette direction, mais on ne voit jamais vraiment ceux à qui ce système profite. Alors, c'était un parti pris aussi de ma part parce que moi, je n'avais que le point de vue de la caissière, d'accord? Je suis jamais montée dans les échelons, j'ai jamais travaillé dans les bureaux, je ne sais pas forcément non plus tout ce que faisait mon chef de caisse, encore moins ce que faisait le directeur. Donc, mon parti pris, c'était je parle de ce que je connais et je vais l'expliquer aux gens. Donc, c'était clairement, c'était pour ça. Et puis, il y avait un deuxième point aussi, c'est que je voulais pas faire un bouquin à charge contre la grande distribution, parce que c'était pas le but. Moi, mon but, il était de donner une voix aux caissières et que je réhumanise ce métier. Donc, c'était avec ces pensées-là que j'écrivais. Et effectivement, il est d'abord écrit pour les clients. Et j'ai souvent dit d'ailleurs en rigolant, ce livre, il est tellement facile à lire que même les clients peuvent le lire. C'est un point d'humour, hein. Je dirais aussi que les caissières aussi peuvent le lire, donc tout le monde peut le lire. Mais parce que je voulais rendre tout ça très accessible. Ok. Alors, Carlo, est-ce que tu as des questions? Ou si quelqu'un du public a des questions, vous posez une question? Moi, j'en aurais, mais je laisse volontiers la parole aux gens. Vu que normalement, on termine après 1h15, je vois que l'heure tourne, il est presque 18h. Du coup, peut-être si les gens ils ont envie de poser des questions à Anne ou à Caliste, je laisse volontiers la parole. Mais sinon, oui, j'ai plein de curiosités. Ouais. Vas-y. Jamais. Oui. Moi, j'ai une petite question, si jamais, pour lui, parce que donc, je ne l'ai pas lu, mais ça me donne très envie. Et j'ai vu aussi le trailer du film qui a l'air. Enfin, il y a un extrait du film sur l'histoire de la carte de crédit de la vieille dame. Mais moi, ce que je me demandais, si c'était sur cette question parce que ça m'intéresse beaucoup, la question du travail affectif et d'ajustement de ses émotions pour répondre à des exigences de travail. Et je me demandais, est-ce que par exemple la question j'imagine que c'est très fatigant aussi ça, on le vit au quotidien d'ailleurs, parfois on est dans certaines situations quand on doit ajuster ses émotions, c'est quelque chose qui est épuisant. Comment est-ce que c'est quelque chose qu'aux caissières on présente en fait? Est-ce qu'il y a des façons de faire? On dit qu'il faut être souriant, qu'il y a des certaines règles comme ça d'interaction, ou c'est quelque chose qui est complètement voilà. Alors, il y a un truc quand même, c'est que on a ce qu'on appelle le SBAM. Alors, c'est très barbare comme terme, hein, mais SBAM, c'est pour le sourire, bonjour, au revoir, merci. C'est le minimum qu'on fait aux clients. Donc, c'est hyper violent, hein, parce que si vous avez un client qui vous dit pas bonjour, eh ben, c'est très tentant de répéter son bonjour. Je l'ai testé, hein, et je me suis fait engueuler par des clients qui comprenaient pas ma volonté d'avoir ce retour.
Donc, à un moment donné, on abdique. Le sourire, en ce moment, avec les masques, on peut s'abstenir de sourire et parfois, ça fait du bien. Je pense que pas mal d'anciennes collègues doivent apprécier le fait de ne plus être obligés de sourire à des gens qui n'ont pas envie d'avoir même un minimum de retour. Et en même temps, je dirais, heureusement qu'on a ce cadre-là, parce que c'est pas toujours évident de savoir se situer par rapport aux gens qui sont dans leur vie, qui sont collés à leur téléphone, qui discutent avec leurs voisins, ou des fois on a toutes leurs histoires intimes. Alors des fois c'est drôle, hein, nous on se racontait ça après en salle de pause, mais au moins qu'on se cadre, c'est important. Mais après si à un moment donné un client va aller se plaindre à l'accueil parce que dis donc votre caissière elle n'est pas aimable, elle m'a pas dit bonjour. C'est aussi voilà, il y a un double tranchant. Effectivement, c'est très épuisant. J'aimerais juste une petite anecdote. C'était pour la fête des mères. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que pour la fête des mères, on offrait une rose aux femmes. C'était très sympa. Et au tout début de la journée, j'avais 21 ans, ça me gonflait un peu parce qu'on avait un gros pot, un gros seau avec plein de roses. Et je tendais juste aux gens une rose. Et ça n'apportait rien, ni à moi, ni aux clients. Et je me suis dit, Anna, fais un truc. On va essayer de voir si en essayant d'avoir une petite interaction supplémentaire avec les clients, si on essaye d'être plus humain finalement, est-ce que ça va changer quelque chose? Et du coup, j'ai pris le seau à côté de moi et j'ai dit, laquelle vous ferait plaisir? Ça a tout changé. C'était une journée qui, même encore aujourd'hui, me reste en mémoire parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient contentes qu'on leur pose la question, qu'on ait une interaction, qu'on soit humain avec eux. Par contre, à la fin de la journée, moi, j'étais rincée parce que ça m'a demandé beaucoup plus d'attention envers les gens. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Merci. Carlo, tu veux poser tes questions? En fait, je ne sais pas aux italianistes qui sont présents dans la salle, mais ce que raconte Anne m'a fait beaucoup penser aussi à un autre livre en Italie. Je ne sais pas si Anne, vous le connaissez, c'est Le monde doit savoir de Michele Murgia, où en fait il raconte, décrit vraiment le travail des gens qui travaillent dans les centres d'appel, où là en fait la dimension de l'invisibilité est totale, parce que tant dans un supermarché, nous avons quand même au moins un contact visuel avec l'autre, alors que dans les centres d'appel, ça ne marche pas. Et effectivement, il raconte aussi, parmi la description qu'il fait de ce travail, que les chefs de son service lui dit, par exemple, quand vous parlez au téléphone, vous devez sourire, parce que, et ça me rappelait un peu ce que vous disiez des masques, non? Parce que bref, bon, en fait, j'avais deux petites curiosités parce que quand je vous écoutais, je n'arrivais pas vraiment à couper avec tous les autres écrivains que nous avons, écrivains et artistes que nous avons rencontrés auparavant. Et j'avais deux petites curiosités. La première, c'est même grande curiosité, mais quelle est la finalité que vous donniez? Par exemple, quand j'écoutais Anne, elle disait, elle parlait de classe sociale, non? Donc ça me semblait presque une attitude de sociologue. Donc, je suis face à une société pluriforme, j'ai différents. Est-ce que par exemple vous vous êtes, disons, mis face à cette société avec un regard sociologique, et est-ce que votre travail à votre avis, ou au moins peut-être pas de manière explicite, mais peut-être implicite, est-ce qu'il y a une valeur sociologique selon vous? Est-ce que la littérature peut ou a droit à avoir cette finalité-là? Et en même temps, je peux poser la question à Callisto. Elle fait un travail plus de documents, de récupérage de tout un tas de documents qui risquent d'être oubliés. Ou si je ne m'abuse pas, dans le film, il parlait aussi vraiment du danger de perdre ces données, parce que ils ont fait en matériel, il y a un problème de matériaux, non? Il me semble qu'ils se détériorent et que donc il faut les récupérer. Est-ce que un film comme le tien a à ton avis, une valeur historique plus qu'esthétique, ou quel est le rapport, voilà, entre la valeur esthétique et les autres finalités
que vous avez dans le film, dans le livre, s'il y en a, et quel est le rapport entre ces deux choses. Et puis une deuxième petite curiosité, un peu vous avez déjà répondu, mais je voulais peut-être quelques détails en plus sur le travail invisible que vous avez fait, c'est-à-dire celle qui est en amont à l'œuvre. J'imagine que pour Callisto, ça doit être regarder beaucoup de documentaires, je ne sais pas, accéder à des archives. Donc si oui, lesquelles, comment tu les as choisis, pourquoi tu as choisi celles-là. Enfin, qu'est-ce qui t'a guidé dans ton travail de recherche préliminaire. Merci. Et à Anne, vous avez dit qu'il y avait un blog au départ, donc quelle est l'idée du blog et quel a été le travail qu'il y a entre l'écriture du blog, que c'est quand même une écriture qui a des caractéristiques tout à fait particulières, et le travail d'édition en livre. Ça fait beaucoup de questions, dis donc. Hein. Je vous avais prévenu. Bon, tu as de la chance, j'ai pris des notes. Je vais essayer de faire bref. Tu me demandes si j'ai un regard de sociologue. Je ne suis pas sociologue. Je pense avoir essayé d'avoir un regard le plus ouvert possible et le moins jugeur, même si je ne pouvais pas m'en empêcher par moment de lancer des pics, ça c'est sûr. Je vais peut-être me définir comme sociologue de supermarché alors, d'accord ? Parce que je ne peux pas prendre le travail d'une personne qui est vraiment formée pour ça. Il y a eu des sociologues qui se sont penchés sur le métier et j'ai même rencontré un sociologue qui a sorti un bouquin. Alors, pardon pour lui, mais j'ai oublié le nom de son livre. Et il s'est mis dans la peau d'un caissier pendant 1 an. Et j'avoue quand même, humblement, que j'ai un peu hurlé de rire quand il m'a dit oui, enfin bon, Anna, je pense que tu exagères un peu quand tu dis que des gens se permettent d'être très désagréables avec toi, te disent pas bonjour, t'engueulent, ou encore t'ont dit si tu travailles pas bien si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la dame. Sauf que moi, je suis une femme, j'ai aussi, donc je renvoie cette image de femme invisible, on est bien face à ça. Lui, c'était un mec qui faisait, près de 2 mètres de haut, qui était hyper baraqué, et je pense pas qu'il y a un seul client qui aurait osé moufter face à lui, surtout quand il était debout. Donc, même si c'était un sociologue, je suis pas sûre que son regard était forcément le plus neutre possible. Deuxième chose, quand tu parles de l'esthétique, entre l'esthétique et la valeur, quand on écrit pour donner envie de lire. Donc, forcément, on essaie de travailler un petit peu son texte pour donner, je sais pas moi, un peu d'élan, un peu d'humour, une figure de style qui nous plaît bien, que ça sonne bien à l'oreille. J'ai fait des études littéraires, donc je m'en suis un peu servi aussi. Et dernier point, quand tu parles de tout le travail invisible qu'on fait en amont, effectivement, avant la sortie du bouquin, d'abord, il y a eu le blog. Le blog, c'était de l'écriture instantanée. Je revenais le soir avec mes notes et des fois en 10 minutes, des fois en 2 heures, je sortais une note de blog qui faisait des fois 10 lignes, qui faisait des fois 2 pages. Et quand les éditeurs se sont intéressés à ce blog, j'ai dit à l'éditeur, je ne suis pas un auteur confirmé, je pense, une écriture qui se lit plutôt bien, mais j'ai besoin d'aide. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, pas de problème, on va te faire aider par une auteure de la maison d'édition qui a repris avec moi tous mes textes et qui a réussi à donner une homogénéité qu'il n'y avait pas au départ. Donc, auteur, c'est aussi un métier qui demande de l'aide, surtout au départ. Je pense qu'après, avec les années qui passent, on arrive aussi à avoir un regard plus critique. Mais ça fait partie aussi du travail invisible dans les maisons d'édition. Il y a des auteurs qui aident d'autres auteurs. Après, il y a des relecteurs qui vont ne serait-ce que corriger les fautes ou revoir aussi certaines figures certaines formulations. Donc, entre les textes du blog et les textes du livre, il y a eu un énorme travail qui a duré à peu près 6 mois et qui nous a permis d'offrir, je l'espère, un bouquin qui se lit bien. Juste une petite question, je profite avant de la réponse de Callisto, parce que ça m'intéresse particulièrement ce processus, disons, éditorial. Non, ils sont venus, c'est la maison d'édition qui est venue vous chercher, ou te chercher, je ne sais pas, si on se tutoie, on se voit, et est-ce que ils sont venus te chercher pour ça? Ils ont dit, on est intéressé à ce produit-là,
on voudrait le transformer en livre. Comment s'est passé ce passage-là? Parce que, en fait, l'écrivaine que je citais tout à l'heure, italienne, Michela Murgia, en fait, c'est le même processus éditorial en plus. Donc, elle était née avec un blog, il est devenu un livre qui est devenu un film. Donc, on montre là très bien qu'il a quand même qu'il a eu un intérêt très particulier à cette époque-là pour ce genre de récit. On va être clair. Le blog, il avait une bonne visibilité sur Internet. J'avais beaucoup de lecteurs et j'ai eu une promotion incroyable de ce blog à partir de décembre 2007 pendant 2-3 mois où je me suis retrouvée à en parler dans les journaux, à la radio, à la télé, donc juste du blog. Donc les maisons d'édition, ce sont des entreprises, elles se sont dit, attends, il y a de la promo qui est déjà faite. Si le bouquin il sort, on s'en fout. Pour certaines maisons d'édition, c'était ça. On s'en fout s'il est mauvais. On va le faire sortir tout de suite et ça va faire de la vente. C'est des boîtes. Après, comme j'avais beaucoup de promotions et que j'ai eu la chance, phénoménale, d'avoir une dizaine de maisons d'édition qui m'ont contacté, j'ai pu faire le choix de prendre celle avec qui je me sentais en confiance et qui ferait un vrai travail éditorial derrière. Mais clairement, ça s'est fait parce que mon blog était connu et la promo, elle était déjà, elle était gagnée d'avance, quoi. Merci. Je réponds. Donc, il y a pour tout ce qui est de l'esthétique ou de l'historique, c'est drôle parce que moi, je fais une casquette plutôt de sociologue, justement. Et donc, il a fallu au montage, après tout un travail très long de recherche et dans les archives, de visionnage de tous leurs films, des films de Delphine Seyrig, de toutes les interviews qu'elle a pu donner sur Alina, d'avoir toute cette matière. Et en fait, déjà en visionnant toutes ces choses, il y a des espèces de résonances qui se créent. Et en fait, on peut imaginer des choses. Et ce qui est assez fort avec le montage d'images d'archives, c'est qu'en fait, on crée des associations et on donne un sens nouveau aux images, finalement, en les juxtaposant. Et ça, c'était quelque chose, du coup, qui n'est pas de l'ordre uniquement du fait ou historique ou documentaire, mais qui est vraiment de l'ordre d'une création. Je veux dire, je pense que n'importe quel documentaire est situé et est en quelque sorte une fiction aussi. On raconte une histoire. Il y a tellement de façons de raconter cette histoire. Moi, j'ai pris mon parti de raconter d'une certaine manière, mais il y aurait eu d'autres manières de la raconter. Et peut-être l'enjeu, c'est aussi de pas vouloir tout dire. Et je crois que c'était ça qui pouvait être difficile des fois, c'est qu'il y avait différentes thématiques abordées, notamment une thématique, moi, que je trouvais, qui m'importait beaucoup de mettre en image dans le film, c'était la lutte des travailleuses du sexe. Donc, juste pour revenir un tout petit peu sur cette lutte, c'est que dans les années 75, il y a une vingtaine de prostituées de Lyon qui ont occupé une église, l'église de Saint-Nizier à Lyon, pour dénoncer les violences policières dont elles faisaient l'objet, pour réclamer leurs droits de citoyennes, parce qu'elles payent des impôts comme tout le monde, et qu'elles se voyaient, elles avaient des amendes pas possibles, et voilà. Et donc, elles étaient coincées dans cette église et ne pouvaient pas en sortir sous peine d'être emprisonnées. Donc, Carole Roussopoulos est venue avec sa caméra et après quelques heures de négociation pour leur montrer que c'était important de le faire, ces femmes ont accepté d'être filmées et elles ont pu parler, expliquer leur situation, leur expérience de ces violences, leur travail aussi, qui est tellement rendu invisible. Et en fait, elles ont mis en place tout un système une installation de moniteurs à l'extérieur de l'église qui fait que les passants et les passantes qui passaient devant l'église pouvaient voir les témoignages de ces femmes. Et je pense que c'est là qu'on voit aussi l'utilisation de la vidéo comme un outil d'action politique et pas seulement un outil de documentation, ça permet de finalement briser les murs de l'église. Et bon, là, en l'occurrence, elle est tellement forte pour moi, cette bande vidéo, que j'avais envie d'en mettre beaucoup plus. Et c'est là qu'avec la monteuse avec laquelle j'ai travaillé dans sur ce film, parce qu'évidemment, un film, c'est un travail collectif,
énorme, quoi. C'est heureusement qu'on est plusieurs, sinon on serait saturé par les images, on n'aurait plus de distance. Et exactement comme dans le travail éditorial, il y a tout un travail d'échange, de regard. C'est aussi à travers cette collaboration que des choix se sont faits et que, en fait, on ne peut pas tout dire et que pour raconter une histoire, il faut en donner juste un petit peu et sinon on s'extrait du film, on sort du film et on raconte autre chose. Et c'est des moments qui peuvent être un peu frustrants au début, mais après, quand on voit le film, on comprend que c'est nécessaire. Et pour parler du travail invisible, donc évidemment le travail de recherche, et ensuite tous les échanges, évidemment avec la monteuse, avec qui on travaille, on est tout le temps ensemble face à un écran, donc c'est un travail constant à deux. Et aussi et ça c'est très important dans l'étape du montage, d'avoir des personnes qui viennent et qui voient le film de temps en temps à différentes étapes du montage, quand le montage est suffisamment solide pour donner leur retour. Et il faut être suffisamment, disons, solide pour pouvoir aussi entendre ces retours, ne pas toujours les accepter, mais en tout cas être ouverte à la discussion et à la possibilité de faire évoluer le projet. Et ça, c'était inestimable. Je pense que c'est impossible pour moi en tout cas, à ce stade, c'est très important de travailler d'une manière collective. Merci à Callisto et Anne pour vos réponses. J'espère de pas avoir vous avoir mis en difficulté. Et Manuel, je ne sais pas si tu veux. Non, je voulais savoir s'il y a des questions. Oui. Si Paolo veut intervenir. Paolo, Claudia, je ne sais pas d'autres. Oui, il y a quelqu'un dans la salle. J'ai vu Claudia en fait. Ah, dis donc, ils sont vachement invisibles en fait. Mais c'est juste pour une question de cohérence avec le séminaire. Hein. Ils sont très cohérents. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut. Oui. Ok. Vous ne vous sentez pas gêné, hein, parce que désormais on est à 7e rendez-vous du séminaire. Du coup, maintenant on se connaît. Donc, voilà. Parce que ça gêne un peu, je trouve, parfois les séminaires online, cette histoire de se voir, d'être vu. Mais voilà, il n'y a pas de. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on en fait, hein, donc c'est normal, il faut un peu de temps. Ok. Bon. On peut donc je voulais vous remercier parce que c'était vraiment très intéressant et très enrichissant comme échange. Est-ce que Carlo, tu veux ajouter juste quelque chose avant? Non, disons que voilà, ça c'est Comme c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement d'un travail qui a duré très longtemps et que je pense qu'il a amené à des connaissances. Surtout la chose qui m'a plu et qui, je ne sais pas si Manuel a le même regard, mais c'est que cette analyse au niveau européen, au moins au niveau méditerranéen, parce que la France, l'Italie et l'Espagne partagent cet espace, je pense qu'a amené à beaucoup de points de résonance. Et ça, je pense que c'est tout du matériel que les chercheurs, les chercheuses peuvent continuer à explorer. Et aussi, je pense que ça a été intéressant pour les écrivains. Et j'ai vu, il y a eu des moments des écrivains de différents pays suivaient ce que disaient les autres. Donc, je pense que c'est une bonne plateforme à continuer. Ça continuera dans les activités de l'Aubert, notamment à partir de janvier janvier, février, mars, il y aura un autre groupe de chercheurs de l'Aubert qui travailleront plutôt sur des questions écologiques. Et on est en train de travailler avec d'autres groupes de chercheurs de l'Aubert, de l'Observatoire, sur d'autres questions à venir. Bon, on vous fera les communications au temps venu. Et voilà, non, je
je vous remercie énormément d'avoir été ici. Et je ne sais pas, Manuel, on ferme, on clôt le sipario. Merci beaucoup, merci Anna, Callisto et Paolo. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon, et bonne fête à tous et toutes. C'est fait un peu bizarre, mais t'as changé. Un peu bizarre, mais voilà. De toute façon, voilà. On se le souhaite. Voilà. Maintenant qu'on connaît Jitsi, on peut faire les repas de Noël avec toute la famille. Oui, voilà, exactement. Tous confinés. Voilà. Okay. Bon, merci à tout le monde. Bonnes vacances. Bonnes vacances et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.